Vous posez la question, mais c'est quoi ce livre? Donc c'est un livre qui était destiné à rappeler combien l'antifascisme avait une histoire, avait des méthodes, avait des signes de reconnaissance, des symboles qu'il était important de rappeler aujourd'hui. Le triangle rouge en est un, mais pas seulement. Et qu'à la veille des élections de 2024, il était plus que temps de rappeler que la lutte contre l'extrême droite, c'est aussi l'antifascisme, et que l'antifascisme, c'est plus global que la simple lutte contre l'extrême droite. Et alors le livre, qui n'a malheureusement pas trouvé d'éditeur côté néerlandophone, mais va être quand même disponible en néerlandais via l'organisation syndicale, et donc dans les prochains jours, il y aura moyen de se procurer le texte via demande en version électronique. Wat is het antifascisme? Alors, est-ce que c'est au syndicat justement de soutenir ce projet? Vous allez me dire oui. Je ne vais pas dire le contraire étant syndicaliste, mais l'histoire nous montre aussi que les organisations syndicales sont d'une part au cœur de la lutte antifasciste, et d'autre part sont une des cibles principales de l'extrême droite et du fascisme quand il arrive au pouvoir. Et ça, c'est historiquement, on sait combien les chemises noires de Mussolini ont d'abord été des groupes qui cassaient les grèves et les occupations d'usines et de terres des paysans italiens, mais on voit aussi aujourd'hui, Thierry Boutson le rappelait encore ce matin, combien les locaux syndicaux sont attaqués et combien un contre-pouvoir tel que les organisations syndicales qui sont en contact avec les travailleurs pour justement dénoncer des discours de racisme, d'exclusion, etc. et faire tout ce travail de terrain auprès des travailleurs, gênent l'extrême droite, et donc combien l'extrême droite n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir les supprimer ou en tout cas les faire taire. C'est vrai que quand on s'inquiète de notre futur dans un contexte politique, qu'on se demande et on essaye de comprendre ce qu'est le fascisme, mais on ne se pose pas la question qu'est-ce que l'antifascisme et qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a été fait avant nous, on ne doit pas réinventer cela. Non, on ne doit pas réinventer. L'antifascisme montre bien qu'il a une histoire, il a été efficace et qu'aujourd'hui encore, il est efficace et qu'il a plusieurs formes. Et donc il va de l'éducation permanente et populaire, de rassemblements comme aujourd'hui, à des éléments de confrontation un peu plus directs. Et par exemple, si on n'est pas très nombreux de Liège aujourd'hui, c'est notamment parce que ce matin, on savait qu'il y avait une distribution sur les marchés d'un groupuscule d'extrême droite à Liège, et les camarades ont préféré rester à Liège pour empêcher la distribution de tracts, et elle a été empêchée. Et donc voilà, ça c'est de l'antifascisme aussi au quotidien qui doit être mené. Vous en êtes félicité. C'est une bonne... D'accord, ils en sont félicités, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a encore des conseils que vous donnez à tout un chacun, parce que toute personne ne fait pas partie d'un groupe ou d'un groupuscule pour se mobiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne, individu? Alors il y a plein de choses à faire. On peut déjà relayer des messages antifascistes ou antiracistes, ou des messages comme celui de la coalition 8 mai, déjà les relayer, etc. C'est aussi sur le lieu de travail, ou quand on est dans des discussions, ne pas forcément battre en retraite quand il y a des propos racistes, mais oser aller à la discussion et ne pas laisser passer, pour ne pas donner l'impression que c'est banal et que ce serait normal de tenir des propos d'extrême droite. Alors c'est pas forcément facile, c'est pas à faire tout le temps, c'est pas à faire n'importe comment, mais je pense que toutes et tous on peut amener des petites pierres à l'édifice et à la lutte, et puis c'est se tenir à l'écoute et rejoindre quand il y a des mobilisations, parce que d'une mobilisation antifasciste, il peut y avoir un aspect de confrontation, mais il est aussi important dans ces moments-là qu'il y ait une grande masse de gens qui soient là en soutien, ou pour montrer, ou pour être présent. Et donc vraiment tout le monde peut participer à cette lutte. Et enfin, dernière chose, voter correctement en mai 2024 et en septembre-octobre, puisque on va voter à plusieurs reprises en Belgique. Une dernière chose, Sarah, qui nous a lu son poème, a cité les noms de quelques personnes connues qui justement parlent en public et qui défendent les droits humains, mais ils sont très fortement critiqués au point à ne plus avoir d'équilibre mental dans leur vie privée. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que
quand on ose dire tout haut qu'on n'est pas d'accord, on risque de, surtout dans les social media, dans les médias sociaux, on risque de recevoir toute la critique du monde sur soi et on n'en a pas envie. Non, c'est jamais agréable. Il y a des manières de se protéger qui sont notamment se garder de la lecture de ce qui est clairement des pseudonymes et des bots, donc des choses. Et puis il y a je pense que c'est important d'avoir un soutien. Et alors là, on en revient à ta précédente question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? On peut aussi soutenir des gens comme ça qui se prennent quand on voit qu'il y a une attaque sur les réseaux sociaux de ce type de personnes-là, c'est d'aller les soutenir en allant poster des messages de soutien ou à l'inverse en soulignant, en signalant plutôt les messages ou les comptes de haine. C'est des petites choses, c'est pas ça, mais je pense que c'est important, notamment pour les personnes qui se prennent le déferlement, de sentir qu'il n'y a pas que ceux qui s'expriment avec la haine, mais qu'il y a aussi plein de gens qui les soutiennent. Et donc rien que d'aller l'exprimer, ça peut aider à soutenir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, Julien, nous allons lire votre livre avec intérêt. Faites attention, la marche est juste là. Julien Dehé. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Qui est accueilli par le public. Vous êtes venu à vélo jusqu'ici, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, on est arrivé ici aujourd'hui en vélo parce que l'Empire Bruxelles a été fondé par un partisan, camarade cycliste, Ennio Dino, nom de bataille Cric, qui a fait aussi la Milan-San Remo en 1952 avec Fausto Coppi. Et alors, on a décidé de venir ici en vélo pour unir idéalement l'engagement d'Ennio Dino et des Italiens de Belge dans les rangs de la résistance belge contre le régime nazi-fasciste et pour unir idéalement la lutte antifasciste et la libération des régimes antifascistes de l'Italie et de la Belgique et pour augmenter, renforcer la coopération avec vous, avec la coalition, avec les bouts communs de combattre l'extrême droite au niveau culturel, politique et surtout institutionnel. Nous sommes tous antifascistes. Il faut le répéter, nous sommes tous antifascistes. J'ai envie de vous demander, vous habitez en Belgique depuis quelques années déjà, hein, mais l'Italie, ça vous concerne autant que nous. On s'inquiète. On s'inquiète pour la Belgique, mais on s'inquiète aussi quand des personnages comme Meloni prennent le pouvoir en Italie. Oui, il faut savoir qu'est-ce qui passe en Italie. Je m'excuse pour mon français, mais je vous assure que mon allemand... Ok, merci. Alors, oui, nous sommes super concernés. Il faut être concernés parce que Giorgia Meloni est fasciste et elle agit comme une fasciste. Elle a bien profité de la protestation populaire en Italie et une fois au pouvoir, elle est devenue le chien de poche, le chiot des patrons nationaux et internationaux. Et elle est devenue l'ennemi numéro 1 de la classe ouvrière, des femmes, des migrants, des classes sociales les plus faibles. Elle a attaqué et réduit le revenu de citoyenneté, les salaires, la protection solaire des mères et des pères qui travaillent et la protection des personnes handicapées. Elle a attaqué les droits des femmes, comme le droit à la contraception ou le droit à l'avortement. Et elle a attaqué toutes les formes de diversité par le déni des droits civils. Elle attaque toujours les migrants et poursuit la théorie de la substitution ethnique. Elle poursuit les coupes budgétaires à la santé publique et à l'éducation. Elle a augmenté les dépenses militaires et
a effectivement conduit l'Italie à la guerre. Une guerre voulue par ses patrons d'outre-mer et par les lobbies des armements. Elle affecte l'indépendance du pouvoir judiciaire, réduit les délais de la prescription, la possibilité de procéder à des écoutes téléphoniques et les sanctions pour les cols blancs. Elle a dépénalisé l'évasion fiscale. Elle a dépénalisé le crime de torture. Elle évite tous les jours la confrontation avec le Parlement, avec la presse, et utilise des méthodes d'esquadristes, des escadrons, même online, pour attaquer les rares médias et opinionnistes qui s'opposent à son gouvernement. Les gouvernements fascistes confient des fonctions publiques à des anciens terroristes d'extrême droite ou à des individus condamnés pour camorra, mafia ou ndrangheta. Le gouvernement fasciste efface les slogans, les anniversaires, le symbolisme fasciste, mots et actions racistes. Mais Giorgia Meloni, fasciste, qui a prêté serment sur la Constitution qui est née de la résistance au nazifascisme, peut être aujourd'hui et agir aujourd'hui comme un fasciste, parce qu'en Italie, un climat afasciste s'est instauré au cours des 30 dernières années. Et que signifie afasciste? Signifie ne prendre position contre le fascisme, tant historique que sous ses formes actuelles, les plus sournoises. Et si on ajoute un fasciste à 10 je m'en foutiste, on obtient 11 fascistes. En Italie, au cours des 30 dernières années, les gouvernements, même ceux du centre-gauche, ont ouvert la voie aux fascistes, avec des politiques économiques qui ont contribué à la pauvreté et à la précarisation, avec les terribles coupes budgétaires à l'école et à la santé publique, avec des politiques d'immigration et d'intégration néfastes, avec le forçage sur les décrets d'urgence et donc sous la Constitution, avec des attaques contre la démocratie parlementaire et donc contre la Constitution, avec la criminalisation du conflit social, avec la pacification avec les fascistes et la légitimation politique de leurs représentants. Les résultats, en Italie, aujourd'hui, il y a beaucoup de fascistes fiers. Trop de gens qui disent que le fascisme n'existe pas et qu'il s'agit de folklore. Et un petit nombre d'antifascistes comme moi, fiers, militants et concernés, mais sans représentation politique adéquate. Et chaque manifestation contre le gouvernement, je vais conclure, des charges de policiers sont lancées. Alors que si des fascistes manifestent, personne n'intervient. Le monde est à l'envers. En Italie, où le gouvernement approuve des mesures bien pires qu'en France, les syndicats ont organisé le concert politiquement correct du 1er mai. Nous avons chanté parce que la grève générale, il faut l'éviter. Les syndicats nous disent qu'il faut éviter de créer des problèmes d'ordre public. C'est l'Italie de 2023. Ce n'est pas l'Italie de 1923. Ça, c'est grave. C'est un mot à l'envers. Et ce qui se passe en Italie peut arriver ici, peut arriver partout en Europe. Il faut être vigilant, il faut être antifasciste. Et ici, nous sommes tous antifascistes. Nous sommes tous antifascistes. Nous sommes tous antifascistes. Merci beaucoup, merci à vous Cristina Scarfia, on a besoin de gens comme vous et merci pour votre combat. Del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.